Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable Clément Kankou, président national du parti Les Mouvements pour les Renouveaux. Avec lui, nous allons essayer de faire l'autopsie de ce qui se passe maintenant au pays, parler des sujets qui défrayent la chronique. Honorable, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte le parti, le mouvement pour les renouveaux? Beaucoup mieux. Mieux qu'avant. Ces derniers temps, vous êtes quasiment absent sur la scène politique, bien que la semaine passée, vous avez quand même marqué vos empreintes à travers un discours que je dirais Clément Kankou a éventré les bois. Oui, bon. Dire que je suis absent de la scène politique, je ne pense pas, dans la mesure où vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux et que les politiciens généralement sont très actifs quand il y a des enjeux importants. Pour le moment, c'est quand même calme, mais au niveau de mon parti, nous essayons quand même de garder une certaine présence dans l'opinion. Mais bon, vous savez... peut-être que vous étiez habitué à me voir à l'Assemblée nationale, comme ce n'est plus le cas. C'est comme ça que vous estimez que je ne suis pas tellement présent sur la scène politique. On sentait les partis étaient à l'œuvre à travers les activités dans l'ensemble du territoire national, mais je salue quand même l'initiative de la rencontre ou de l'activité récente. À travers cette activité, quel est le message que vous avez voulu véhiculer ou donner à l'ensemble de la population? Parce que si je ne me trompe pas, il était prévu aussi que le parti, le mouvement pour les renouveaux puisse prendre d'assaut le stade de Martyrs en guise toujours de sensibiliser la population sur le sujet de l'heure. Mais cette activité a été renvoyée à une date ultérieure. Oui, je crois que le message que nous avons voulu transmettre ce jour-là, c'était un message de l'unité nationale. Nous l'avons toujours dit, ça fait quelques années que nous martelons sur cette thématique. On ne peut pas construire dans la division. Et nous constatons tous que 61 ans après l'indépendance, ce pays ne fait que reculer, pour ne pas dire régresser. Et à la base, ce sont les divisions, parfois qui ne se justifient que sur des questions personnelles, souvent créées par les politiciens. C'est comme ça que nous avons pensé poursuivre la campagne que nous avons lancée l'année dernière sur l'unité et la cohésion nationale. Donc cette activité que nous avons eue dernièrement avait pour thème la recherche de l'unité nationale. Parce que nous ne le dirons jamais assez, une maison qui est divisée ne peut pas avancer. Une maison qui est divisée laisse la brèche à l'ennemi. Regardez ce qui se passe. Nos léopards jouent. Il y a une grande partie, pour dire toute la population, qui est contente. Et vous avez des acteurs politiques qui prient pour que le pays soit disqualifié. On voit le chef de l'État qui se met à l'œuvre dans la campagne que nous connaissons, l'état de siège à l'Est. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés là, quant à sa mise en œuvre. Mais vous voyez qu'il y a certains de nos compatriotes qui, eux, sont en train de souhaiter que ça échoue. Pourquoi? Parce que les Congolais, certains pensent que non. Quand ce ne sont pas eux qui sont aux affaires, il faut que ce que tous les autres font puisse échouer. Nous ne sommes pas aux affaires aujourd'hui, mais nous avons décidé d'accompagner ou d'être positifs par rapport aux actions qui sont menées par le chef de l'État, dans la mesure où nous avons partagé les mêmes idées quant à la création de l'Union sacrée. Mais nous ne voulons pas comprendre comment certains Congolais peuvent souhaiter que les choses n'évoluent pas, qu'il y ait échec dans ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui, comme si la paix a une couleur, comme si la crise a une couleur,
comme si l'insécurité a une couleur, alors que nous avons tous les mêmes défis que nous devons relever ensemble. Nous l'avons dit le lendemain d'ailleurs de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance, qu'il y a un temps pour tout. Nous avons eu un temps pour avoir des échanges sur le plan politique. Nous avons eu un moment pour prouver de quoi on était capable sur le plan politique. Mais aujourd'hui, nous avons dit qu'il est venu le temps de se mettre ensemble. Et nous nous réjouissons que le chef de l'État est dans cette dynamique parce qu'il s'est engagé dans cette dynamique de l'union sacrée qui est aujourd'hui effective au niveau des institutions. Et vous voyez aussi que l'ensemble de la population s'est retrouvée plus ou moins, la population est plus ou moins d'accord avec cette nouvelle dynamique qui veut qu'on puisse mettre de côté nos dissensions pour aller vers des objectifs communs. Les objectifs communs que le Congolais veut avoir aujourd'hui, c'est quoi? Réfléchir sur la problématique de la desserte en eau potable. Réfléchir sur la problématique de l'énergie électrique. L'éducation, la santé, les infrastructures, donc les routes, l'agriculture. Nous allons y arriver. Donc c'est pour répondre à votre question en disant, tout ça ne peuvent se mettre en place que quand on est unis. C'est comme ça que vous me voyez prendre mon bâton de pèlerinage pour aller vers d'autres acteurs politiques, lancer ce message de l'unité nationale qui ne devrait pas avoir ou souffrir de connotations politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous un objectif commun, c'est comment faire avancer le Congo. On va parler du sujet qui défraye la chronique, le sujet qui ne semble laisser personne indifférent, c'est les rapprochements Église et pouvoir. De quel œil voyez-vous ces rapprochements? Bon, je ne sais pas si on devrait appeler ça rapprochement, mais nous estimons que l'Église devrait rester au milieu du village. Et l'Église ne devrait pas donner l'impression qu'elle porte les couleurs politiques. Et nous nous réjouissons de la dernière sortie de l'abbé Cholet, qui a dit que les politiciens fassent leur travail. Eux, ils ne peuvent pas se substituer aux politiciens. Il a changé d'avis, vous pensez? Bon, je me fie à ce que j'ai entendu de sa bouche, je crois hier ou avant-hier. Il a dit que l'Église fait son travail et que les politiciens fassent le leur. Qu'il y ait des gels, ou qu'il y ait une certaine détente, ou que les relations puissent s'améliorer entre le pouvoir et l'Église, quoi de plus normal? Parce que l'Église a toujours besoin de l'État. Tout le monde a besoin de l'État. Tu ne peux pas fonctionner sans l'État. L'État aussi a besoin de ces structures privées, mais qui sont des institutions comme les églises. Il y a de ceux qui sont contre ces rapprochements. Ça n'a pas chanté aussi plus d'une personne, vous êtes sans l'ignorer. Par exemple qui? La Mouka, par exemple. Bon, vous savez, la Mouka est dans sa posture d'opposant, qui ne peuvent pas accepter tout ce qui se passe au gouvernement. C'est un peu normal que la Mouka dise non à tout. Est-ce que ça vous étonne que la Mouka dise non à une démarche qui concerne le gouvernement? Ça ne m'étonne pas. Je trouve ça, c'est sa marque de fabrique. Je ne veux pas parler de son fonds de commerce, mais bon, chacun fait... Et selon votre opinion, pourquoi il s'insurge contre le rapprochement Église catholique et le pouvoir? J'aurais du mal à répondre à cette question, comme je ne suis pas porte-parole de la Mouka, mais je crois que l'apport de l'Église dans une démarche quelconque a toujours été très significatif. Rappelez-vous que chaque fois qu'à l'époque, nous avions des manifestations, nous avons des activités, on avait toujours besoin de l'Église. C'est pas parce qu'à un certain moment, ils militaient pour une même cause? Oui, ils peuvent militer. Je ne sais pas si c'est vraiment militer pour une même cause. Oui, c'est l'impression que ça a donné. Nous avons eu l'impression que l'activisme de certains religieux, en tout cas, correspondait aux revendications de ce groupe politique. Mais qu'à cela ne tienne, nous saluons l'initiative du gouvernement qui est allé vers les religieux. Mais nous voulons rappeler que le Congo est un pays laïque. Nous avons une pluralité
de confessions religieuses et la foi est diversifiée. Mais que le gouvernement fasse un premier pas, je dirais même mieux, l'État, parce que ce groupe qui est allé vers les catholiques était un groupe qui représentait l'ensemble des institutions. Nous avons vu le Parlement, nous avons vu un représentant de la présidence et nous avons vu le chef du gouvernement. Donc nous pouvons considérer que l'État congolais ne veut pas laisser une situation de confusion ou de mésentente avec l'une des grandes confessions religieuses qui est l'Église catholique. Nous les avons vus aussi au niveau de l'ECC et nous souhaitons qu'ils fassent aussi cette démarche au niveau des autres confessions religieuses parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays qui regorge d'autant de confessions religieuses avec une foi aussi diversifiée que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. La position de l'Église aujourd'hui renseigne la diplomatie forte du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Non, je pense plutôt que cela relève de sa volonté d'entretenir de bonnes relations avec toutes les sensibilités. Je pense que c'est tout à son honneur qu'il y ait une détente dans l'opinion. Je pense que ça ne réjouit personne que nous voyons que les hommes de l'Église puissent aller en confrontation avec l'État alors que nous avons des choses à mener ensemble. La gratuité, elle ne peut pas se conjuguer aujourd'hui sans l'Église catholique, vous le savez très bien. Les élections, nous avons besoin comme observateurs les confessions religieuses, même si, en ce qui nous concerne, nous avons pensé qu'il faut absolument revoir cette loi électorale. Il faut qu'on puisse changer les choses. Nous pensons qu'il faut laisser de côté l'héritage que nous avons reçu du système 1+4 avec le dialogue entre Congolais de Sun City pour aller vers un système classique. Ce système que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a produit des monstres que nous sommes en train tous de regretter depuis 2 cycles électoraux. Pourquoi nous allons continuer de la même manière? Je pense à mon avis que quand il faut organiser les élections, que les confessions religieuses, que tous ceux qui sont en dehors de l'État puissent ne jouer qu'un rôle d'observateur, mais que les élections soient organisées par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous avons proposé depuis longtemps, que demain, que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Il n'y aura plus cette guerre de confessions religieuses pour placer un de leurs à tel ou tel poste. Il n'y aura que le gouvernement qui sera responsable devant le Parlement et devant le peuple de ceux qui vont organiser. Nous avons vu dans d'autres pays, dernièrement en Afrique, des pays où le gouvernement a organisé les élections et que c'est l'opposition qui a gagné. Voilà. Donc je ne pense pas que cela doit continuer. Pour nous, il faut que les confessions religieuses restent en dehors du jeu politique, mais qu'ils soient comme observateurs, comme nous le voyons ailleurs, mais que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est ce que nous souhaitons. Voilà, que les politiciens arrêtent de se cacher derrière l'Église. Propos de M. l'abbé Chollet, ça vous inspire quoi? Bah, je crois que si M. l'abbé Chollet le dit sans connaissance de cause, il a tout à fait raison qu'ils ne veulent pas servir de marchepied à certains politiciens, que les politiciens fassent leur travail. Vous nous avez vu, nous sommes allés au Chebez où nous avons organisé un grand meeting politique, où nous avons eu quand même un nombre important de gens. Nous n'avons pas eu besoin de l'Église pour faire ce travail-là. Nous voulions aller au stade des martyrs, nous n'avons pas eu besoin d'une certaine confession religieuse pour aller là-bas. Donc, que les amis politiciens fassent leur travail et qu'on laisse les confessions religieuses à leur vocation pastorale. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, toujours par rapport aux propos de l'abbé Chollet tenu le lundi, en guise de recadrage? Il a semblé dire qu'il conditionnait l'implication de l'Église sur base du respect de leur cahier de charges soumis au chef de l'État. Madame, je continue encore à dire et à répéter que le Congo est un pays laïque. Nous avons vu depuis 2006 les confessions religieuses à la tête de la CENI. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ce que nous sommes tous en train de regretter après 2 cycles électoraux. Donc je ne pense pas que la question des revendications des catholiques peut aujourd'hui devenir une préoccupation.
Bon, écoutez, vous savez, ils font partie de la société. Mais l'Église a toujours été pour beaucoup. Ils font partie. N'oubliez pas pour les accords de Saint-Sylvestre, avec tout ce qu'il y a eu comme risque de plonger le pays dans les chaos, dans les sangs et consorts, c'est l'Église qui a pesé de tout son poids et le calme a été rétabli entre les parties prenantes au processus électoral. Ça, ne l'oubliez pas quand même. Si les acteurs politiques acceptent de respecter les règles du jeu, il n'y aura pas besoin de chercher une autre personne pour venir organiser une quelconque médiation. Donc si l'Église vient, c'est parce qu'il y a une faiblesse au niveau de la moralité même des acteurs politiques. C'est ce que nous avons eu en 2016-2017 jusqu'en 2018. Mais est-ce qu'on doit souhaiter que chaque fois qu'il y ait ce genre de problème? Nous avons les règles du jeu à respecter. Vous avez un cycle qui prend 5 ans. Au bout des 5 ans, vous passez la main, quelqu'un d'autre vient ou c'est vous qui revenez, ça dépend du choix de la population. On n'a pas besoin d'une église pour ça. Je continue encore à dire qu'il est mieux que les confessions religieuses se consacrent à leur vocation pastorale. On en a vraiment besoin dans la cité pour que puissent continuer à prêcher la bonne parole. Qu'on laisse la politique aux politiques. Parce que demain, le danger, c'est que si ce gouvernement échoue, ils vont dire que c'est à cause de l'Église catholique. Ils vont partager. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui est prête à partager le bilan avec ceux qui sont là aujourd'hui? Non, qu'ils soient là, qu'ils aient un rôle d'observateur, qu'ils donnent des conseils parce qu'ils font partie de la société, mais qu'ils ne soient pas dans une posture d'obligé. Je suis mal à l'aise quand une confession religieuse oblige les choses. Vous parlez des conseils. L'Église catholique exige la réforme consensuelle de la loi électorale, si possible. Comment est-ce que ça va se passer au moment où on sait qu'au sein de l'Union sacrée, ils sont accrochés à leur majorité? La question de la CENI, la meilleure solution, je vous le dis. Ce sont des bons actes, je ne vois pas là où les bas blessent. La meilleure solution demain, les meilleures réformes qui puissent se justifier, c'est que les élections reviennent dans les girons du gouvernement, point barre. Que le ministre de l'Intérieur puisse s'occuper des élections, qu'il y ait une administration qui ne s'occupe que des élections. Quand on aura ça, madame, je vous garantis qu'on n'aura plus les confessions religieuses qui viendront à gauche ou à droite, ou la société civile déguisée, parce qu'aujourd'hui nous l'avons vu, qu'il y a des confessions religieuses qui sont accusées d'être pro-Lamouka, d'autres qui sont accusées d'être pro-Union sacrée. Quand on nous parle de la dépolitisation de la CENI, c'est une vaste blague. Je dis encore, je répète, c'est une vaste blague. Il faut parler de réforme. Mais les leaders de Lamouka, les deux leaders de Lamouka aujourd'hui, Faden House, ils sont au Parlement. Pourquoi ils ne sont pas allés discuter de toutes cela au niveau du Parlement? Vous parlez de la réforme, elle va se faire où? En dehors des institutions? Donc c'est comme si nous étions dans... C'est ce que nous sommes en train de combattre au niveau du mouvement pour le renouveau. Cette distraction ambiante dans laquelle on veut nous plonger. Aujourd'hui, c'est certaines personnes qui ont une certaine autorité morale ou une certaine ascension sur la population qui essaie de nous distraire. Vous le dites qu'il faut des réformes, mais les réformes, on va les faire où? Dans la rue? On a appelé les gens au niveau de l'Assemblée nationale, dans la commission, il y avait une commission ad hoc, je pense, ou des choses comme ça. Mais nos deux leaders de la Mouka ont répondu par la négative, ils ne sont pas allés là-bas. Et ils chantent sur tous les toits qui veulent des réformes. Mais les réformes, on le fait à partir d'où? On va créer de nouvelles institutions? Donc il ne faut pas vouloir nous entraîner dans la distraction, nous amener des solutions utopiques quand on sait soi-même que ces solutions ne vont pas avancer. Mais malheureusement, les Congolais sont habitués. La vérité, madame. Mais vous ne trouvez pas que... Malheureusement, je vais vous dire la vérité. Je vous en prie. Les Congolais sont habitués au dialogue. Les Congolais sont habitués aux petits arrangements personnels. Malheureusement, ça fait quelques années que ça se passe comme ça pour accéder au pouvoir. Mais il faut un moment que ça s'arrête. Vous avez gagné les élections, vous dirigez ceux qui ont perdu. Mon frère Martin, je lui ai envoyé ce message, et je vais encore envoyer ce message maintenant. Martin Fayoulou est populaire, qui se prépare pour les élections.
en 2023 qu'il arrête de distraire la population. Mais ce qui préoccupe au plus haut point maintenant, c'est, excusez-moi, c'est la réforme de la loi électorale. Pourquoi? Parce que cette réforme, c'est attendu de tout le monde. Je crois qu'au moment opportun, ça va susciter encore débat. Il a l'occasion, Martin Fayulu qui est un député, Mouzito qui est député, ils ont l'occasion de peser de tout leur poids au sein de l'Assemblée nationale. Encore qu'aujourd'hui, ils ont les résidus du FCC, ceux qui sont restés du moins du FCC, parce que l'ensemble du FCC est parti à l'Union Sacrée. Ils ont encore les derniers cercles, j'ai dit, de Joseph Kabila, ceux qui lui sont encore fidèles qui sont là. Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train de flotter. Donc, ils peuvent faire prévaloir ces idées au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce qu'on parle du Parlement. C'est pourquoi j'ai dit, madame, qu'on ne nous amène pas dans des schémas vicieux. Parce que là, nous sommes dans un cercle vicieux, ce n'est pas possible. Voilà. Vous nous demandez d'aller aux réformes, de faire des réformes. Mais les réformes, vous le faites d'où? Ce n'est pas de la République de Fadenhaus ou de la République de Limete ou je ne sais pas quelle République que vous allez, ou de Kingakati, que vous allez faire les réformes. Vous le faites dans un cadre qui est aujourd'hui approprié. C'est le Parlement qui vient de le proposer. Moi, je ne suis pas au Parlement, mais je souhaite que mes amis, s'ils ont des bonnes idées, qu'ils viennent le faire au niveau du Parlement. Mais demain, le Congo de demain, c'est le Congo où nous n'allons plus laisser la place à ce genre de distraction. Parce qu'on parle de la centrale électorale, Denis Kadima reste toujours en place. Vous pensez qu'on aura des élections crédibles en ces pays? C'est les doutes d'une franche des Congolais. Je suivais un acteur politique il y a quelques jours qui disait que même si Dieu vient organiser les élections, Jésus organise les élections, tous les saints sont là en train de suivre le processus électoral. Les Congolais, il y en aura qui vont toujours qui seront contre de toutes les façons. Qu'on laisse Kadima travailler, nous allons le juger à l'œuvre. Je ne le connais pas particulièrement. On a entendu du bien de bonnes choses sur lui, mais qu'on puisse renforcer dans cette loi électorale justement, qu'on puisse renforcer les mesures d'accompagnement pour que le président de la CENI ne se voit pas comme nous avons vu dans les autres bureaux avec Nanga et Mulunda et l'abbé Malou Malou. Rappelez-vous que nous avons vu les membres du FCC venir déclarer que leurs noms ont été éliminés, les noms ont été éliminés par un groupe de gens. Nous avons tous appris qu'il y avait des gens à Kingakati ou je ne sais pas où, qui avaient, là où il y avait le FCC, qui avait une petite liste pour choisir qui devait être député et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous avons un plus grand nombre de députés qu'on appelle députés nommés. Et on le sait, la population ne se reconnaît pas dans ces députés-là. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait des garde-fous, ceux qui ont de bonnes idées, et il y en a dans toutes les sensibilités politiques. Mais quand même, qui viennent avec au niveau du Parlement. Les revendications des opposants ou de l'opposition, là je vois la dépolitisation de la CENI, les réformes consensuelles, mais ce n'est pas quand même une mauvaise chose. Parfois il faut être réaliste. Quand vous dites la dépolitisation, ça veut dire quoi? Vous-même, vous avez milité pour une loi qui donne la vice-présidence à tel politicien, qui donne la question à tel politicien, et vous venez parler de la dépolitisation de la CENI. Je crois que c'est tout simplement de la distraction. Comment les politiciens peuvent parler de dépolitisation? Parce qu'eux-mêmes, ils sont politiciens et très engagés. Aujourd'hui, quelle est la confession religieuse aujourd'hui qui peut dire que moi, j'offre toutes les garanties parce que toutes les confessions sont accusées de rouler pour tel ou tel parti, tel groupe politique? Vous le savez. Nous avons parlé de deux grandes confessions religieuses qui aujourd'hui sont accusées à tort ou à raison d'être proches de la Mouka. Les autres sont accusés à tort ou à raison d'être proches de l'Union Sacrée. D'ailleurs, c'est même les mêmes confessions religieuses qui attaquent certains membres de la CENI nommément en disant qu'ils sont proches du chef de l'État. C'est encore pire. Proches du chef de l'État. Donc, quelle que soit la situation, il y aura toujours quelqu'un pour vous péter. La meilleure chose à faire, quand on a des bonnes propositions, qu'on les amène au Parlement. Alors, mon frère, mes amis de la Mouka, qui ont des bonnes propositions,
qu'ils aillent avec au niveau du Parlement, parce qu'ils cherchent, pardon, FCC El Kingakati alors, parce qu'il y a FCC El Union Sacrée, hein, vous le savez quand même. Il faut maintenant faire la différence. On parle de quel FCC? Si c'est El Kingakati, ils sont au Parlement. L'Union Sacrée, c'est pas le FCC rénové? L'Union Sacrée? Oui. Ah non, l'Union Sacrée, c'est un assemblage des anciens FCC repentis. Pas seulement rénové, repentis. Parce que j'ose croire qu'ils ont abandonné ce qu'on leur a toujours reproché pour aller vers une nouvelle dynamique. Parce que le nombre de ceux qui ont adhéré, c'est insignifiant. L'Union Sacrée est majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avant, l'opposition dite, c'est-à-dire UDPS, ensemble, ils étaient minoritaires. Maintenant qu'ils sont majoritaires, c'est parce qu'il y a eu un grand nombre de députés, ou du moins des parlementaires, de l'ancienne formule, de l'ancien format FCC qui les ont rejoints. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut parler en termes de l'Union Sacrée. Et encore, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. Même ceux qui sont encore aujourd'hui à Kingakati, on ne sait pas s'ils y sont totalement ou c'est seulement pour la façade. Union Sacrée, Union Salée, ça se tue à petit feu, hein. Ça sent pas bon aussi. Nous avons choisi d'accompagner le mandat du chef de l'État, c'est-à-dire de lui proposer ce que nous pensons qui est bon pour le pays. Nous avons pensé, nous critiquons quand ça ne va pas. Vous connaissez notre liberté de penser. Quand ça ne va pas, vous évoluez dans l'informel. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez informel. Nous avons, l'année passée, une année avant que le chef de l'État n'ait pas de l'Union Sacrée, nous avons demandé que l'Union Sacrée, dans des termes très identiques, que le Congolais se regroupe dans une Union Sacrée autour du chef de l'État. Et quelques mois après, le chef de l'État a parlé de l'Union Sacrée. Et vous pensez que c'est toujours... Donc même l'informel peut un jour donner des conseils de loi. L'Union Sacrée n'a pas de bonnes finitions. C'est quand même important. Oui, madame, je suis d'accord avec vous que toute œuvre humaine est perfectible. Et l'Union Sacrée a beaucoup de lacunes dans la mesure où l'Union Sacrée n'est pas organisée. L'Union Sacrée est effective au sein des institutions, quand il y a des enjeux politiques au niveau du Parlement. Mais l'Union Sacrée, que d'aucuns ont appelé l'Union Sacrée du peuple, a du mal à fonctionner parce qu'il n'y a pas une organisation. D'ailleurs, nous avons nous sollicité et même interpellé l'autorité suprême de l'Union Sacrée pour qu'on puisse organiser ce groupe. À 2 ans des élections, on ne peut pas avoir une structure qui donne l'impression d'être une nébuleuse ou dont l'organisation n'est pas connue. L'Union Sacrée est très active au niveau du Parlement, ils sont très efficaces là-bas, mais nous espérons que nous allons avoir une Union Sacrée qui va descendre au niveau de la population pour qu'on puisse bien mieux organiser les élections. On parlait des élections, bien sûr. La grande question, qui va financer ces élections? L'État congolais ou bien le partenaire de la République démocratique du Congo? Plus loin, est-ce qu'il y a déjà de l'argent mis de côté pour préparer les élections qui pointent à l'horizon? Dans les prévisions budgétaires, ici, nous avons vu qu'il y a une enveloppe qui a été dégagée pour les élections. Je crois qu'on parlait de 600 700 millions. Mes chiffres peut-être ne sont pas bons, mais nous avons en tout cas une bonne enveloppe que le gouvernement a mis de côté pour les élections. Qu'à cela ne tienne, qui a financé les élections passées? Je pense que le gouvernement congolais a fait des efforts pour financer tout seul les élections. Donc, s'il faut un jour que nous puissions les financer nous-mêmes, nous allons le faire, parce que ça s'est déjà fait dans ce pays. En 2018, nous avons eu des élections financées, je pense bien en grande partie par le gouvernement congolais. Donc c'est possible que nous puissions les financer nous-mêmes. D'ailleurs, je souhaite que nous puissions les financer nous-mêmes. Voilà, Moïse Katumbi Tchapoe dénonce une volonté d'écarter sa candidature en 2023 à l'Union Sacrée. Vous auriez imposé la candidature unique? Non, vous savez, je déplore cette petite confusion qu'il y a entre Moïse Katumbi et l'Union Sacrée. J'espère qu'ils vont vite trouver un terrain d'entente.
C'est vrai que la question des élections en 2023 doit se poser. Nous voulons croire que les acteurs politiques vont se mettre ensemble pour se décider de ce qui est connu de tous. Nous l'avons dit, que le chef de l'État puisse prendre le temps de consulter les autres partenaires politiques quant à cette question de la candidature. C'est vrai que Moïse Katumbi a des ambitions, mais il est vrai aussi que, bon, il y a un des nôtres qui est mieux positionné. Est-ce que c'est opportun de vouloir aujourd'hui brandir ce genre de menaces quand nous savons que... Vous ne craignez pas qu'à quelques heures de la tenue des élections, qu'il puisse se démasquer, se dévoiler, montrer sa vraie face? Mais il s'est déjà dévoilé. Vous attendez encore quoi? Il s'est déjà dévoilé. Il est allé devant ses parents, où il est allé accuser le Congo qu'on ne veut pas de lui parce qu'il a un père juif. Il s'est déjà dévoilé. Vous voulez qu'il le dise en quelle langue? Il va claquer même la porte de l'union salée, sucrée. Non, j'espère qu'il ne va pas le faire. J'espère qu'il ne va pas le faire. Je demande que le chef de l'État puisse prendre le temps. Il attend le moment pour faire quoi? Parce qu'il s'est déjà engagé politiquement. Enfin encore, qu'est-ce qu'il va nous dire en plus qu'il n'est pas candidat? Mais nous pensons que les ambitions, nous les avons tous. Vous savez, quand je regarde tout ça, je me dis, si Clément Kankou était aux affaires, avec le projet de société qui est le nôtre, dans Fungola, la clé que nous avons, on ferait beaucoup de choses. Mais nous, pourquoi nous taisons ces ambitions? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons fait confiance en une personne, la personne de M. Tshisekedi, qui conduit les affaires du pays, même si les choses ne vont pas telles que nous le souhaitons. Mais nous voulons lui faire confiance parce qu'il affiche cette volonté-là. Je demande tout simplement un seul conseil à M. Katumbi, qui est un brave garçon, qui a montré de quoi il était capable, qu'ensemble nous puissions réfléchir sur comment pérenniser le changement. Parce qu'il serait désastreux de voir que les artisans de Congo Hold Up reviennent en 2023. Il serait quand même désastreux pour notre pays. Pourquoi laisser cette brèche aux gens qui ont détruit ce pays, qui sont à la base de la misère de ce peuple et dont les révélations n'ont pas encore fini de nous surprendre? Je pense qu'on devrait plutôt privilégier l'intérêt général. Voilà. Katumbi, tous les autres. Et je suis d'accord, quand Katumbi dit qu'il faut se mettre autour d'une table, c'est un acteur politique. Il faut que le chef de l'État, que tous les autres acteurs, nous tous, partenaires politiques, qu'on parle autour d'une table, qu'on réfléchisse sur toutes ces questions qui touchent à la politique de notre pays. Parlons du budget qui a été présenté par le Premier ministre et adopté en la Chambre basse du Parlement. Honorable, vous trouvez ces budgets réalistes et réalistes? Vous savez, qu'est-ce qui est réaliste? Ce qui est réaliste, c'est qu'on affiche une volonté d'assainir les finances publiques. Si on le fait, si on met en place les bonnes politiques, on va atteindre un budget de 100 milliards de dollars. Nous allons atteindre des budgets comme en Angola, comme dans des petits pays voisins ici qui ont des budgets qui sont le double de ce que nous pensons avoir. Donc la question de réalisme, non. C'est la question de la volonté politique. Si nous avons la volonté politique, nous pouvons atteindre un budget qui répond réellement aux attentes de la population. C'est une question de volonté, assainir les finances publiques, combattre l'impunité, avoir une justice qui fonctionne bien pour qu'il y ait une sécurité judiciaire pour les investisseurs, donner la possibilité aux Congolais de pouvoir émerger sur le plan économique. Vous savez que les Congolais aujourd'hui sont asphyxiés parce que l'économie est contrôlée totalement par les étrangers. Ça, c'était la politique qui a favorisé, la politique de l'ancien régime qui a favorisé cet état de choses. Mais aujourd'hui, il faut donner les moyens aux Congolais pour que les Congolais se mettent debout et que les Congolais puissent se réapproprier leur économie. Quand nous mettons tout ça ensemble, madame, et que l'argent qui doit aller dans la caisse de l'État va bien dans la caisse de l'État, chacun paye ses taxes, chacun paye les impôts, les choses se passent normalement, madame, ce pays, avec toutes les richesses que Dieu nous a données, on va atteindre un budget de 100 milliards de dollars, si pas plus. La grande partie de ces budgets est réservée aux institutions de la République. Pourquoi? Parce que le budget il est comme il est présenté par le gouvernement, mais nous voulons que demain, la grande partie de ce budget soit réservée à l'éducation, à la santé, soit réservée au social de la population, qu'on puisse améliorer les salaires des fonctionnaires, des agents de l'État. C'est ce que nous souhaitons qu'il se fasse. Donc malheureusement, nous sommes dans une situation... Voir ces budgets
On sent que le peuple d'abord est oublié. C'est vrai que ce budget n'a pas satisfait tout le monde, nous les premiers. Parce que nous avons voulu que la rupture avec l'ancien régime puisse nous amener un budget social, un budget qui touche réellement aux attentes de la population. Mais quel bilan, malheureusement, nous sommes encore dans une situation... Honorable Clément Kankou, quel bilan faites-vous de la gestion du pays jusqu'à maintenant? Je refuse de faire un bilan à mi-parcours. Okay. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, nous allons lui poser la question: qu'est-ce que vous avez fait pour la sécurité? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'économie? Qu'est-ce que vous avez fait pour tous les autres secteurs de la vie nationale? Je ne veux pas être parmi ceux qui vont lui mettre la pression pour aller vite construire des sauts de moutons qui ne servent à rien parce qu'il faut faire un bilan de 100 jours. Je veux que le chef de l'État puisse travailler tranquillement et nous allons le juger en 2023. Et nous allons le juger parce que nous lui proposons des choses, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est eux qui sont aux affaires. En 2023, nous aurons le temps de juger le bilan, pas maintenant, comme si on veut leur mettre une certaine pression. Parce que vous parlez de la sécurité, je vois directement l'état des sièges qui n'est pas salué par d'aucuns, surtout en ces coins du pays. Il y a le député des Yumi et du Nord Kivu qui ont semblé, ils sont montés au créneau pour fustiger les tueries perpétrées malgré l'état des sièges. Je comprends très bien la réaction de ces élus, parce qu'un élu ne peut que reproduire les préoccupations de sa base. Mais la question à se poser, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Nous avons proposé au chef de l'État de faire des grandes réformes au sein de l'armée. On le dit encore, il est difficile de gagner la guerre avec les mêmes qui l'ont créée, qui l'ont entretenue et qui sont encore là aujourd'hui. C'est difficile. Il faut que le chef de l'État puisse un jour se décider d'aller de l'avant, c'est-à-dire de faire de véritables réformes, de faire l'assainissement. Parce que nous avons une armée qui est héritée du système 1+4, où nous avons vu des petits voyous venir dans une milice armée, dans une rébellion, sans aucune formation, se retrouver à la tête de la chaîne de commandement. Nous l'avons hérité. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Nous devons avoir une armée qui répond aux standards normal, tout simplement d'une armée sérieuse, une armée professionnelle, pas une armée basée sur des arrangements particuliers au personnel entre mouvements armés, rébellion et le gouvernement de l'époque. Donc je crois que la question, c'est une question de fond. Si les fondements ne sont pas bons, nous allons toujours avoir des difficultés, mais je comprends aussi que le chef de l'État n'a pas beaucoup de choix que d'organiser cet état de siège qui est une expérience, mais qu'il faut améliorer en faisant une bonne évaluation sur terrain. Je dis encore qu'on lui laisse le temps de lire jusqu'au là où il veut aller. Nous, ce que nous faisons, c'est lui prodiguer des conseils. Mais si lui, il estime que c'est l'état de siège qui est la bonne solution, nous lui laissons le choix de ce qu'il a envie de faire. Mais partout ailleurs, ça se passe comme ça. Il faut écouter la population. Partout ailleurs, ça se passe comme ça quand les besoins se présentent. Je parle de l'état des sièges, pourvu que le résultat soit probant, escompté. Est-ce qu'une armée qui a été détruite pendant 20 ans, à dessein, par les forces étrangères, avec l'AFDEL, qui n'ont eu que pour seul objectif que de détruire une armée qui était forte en Afrique, est-ce qu'on peut remonter cette armée en une année ou en 2 ans? Non. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps au chef de l'État, même si ceux qui sont au front, ceux qui sont sur terrain, eux n'ont pas le temps parce qu'ils sont en train de mourir tous les jours. Mais ce que je demande plutôt, que le chef de l'État, avec son gouvernement, puisse aller sur terrain, parler avec la population, parce que la mise en œuvre de l'état de siège pose quelques problèmes. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions fortes qui peuvent amener à ce que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont en train de perturber la probable présence de soldats ougandais sur le sol congolais dans le cadre de la neutralisation de forces pour lutter contre le ZADF. Une option que vous appréciez, vous, personnellement? J'ai beaucoup de mal à spéculer sur des questions militaires. Parce qu'il y a des spécialistes qui sont au front, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et je suppose que le chef de l'État et son gouvernement ont en main toute la situation, c'est-à-dire ils ont le tableau de bord, ils savent ce qu'il faut faire pour ce pays. Je le dis encore, qu'ils posent les actes qu'ils sont en train de poser, nous allons les juger au résultat. Je ne sais pas si l'armée ougandaise est sur le terrain. Hier, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui a démenti cette information. Donc, je dois me fier à la voix officielle, celle du gouvernement. Maintenant, demain,
les armées ougandaises et congolaises sont obligées de collaborer de toutes les façons parce que nous avons un ennemi commun. Mais nous comprenons aussi que ceux qui ont vu l'armée ougandaise et rwandaise venir semer la désolation puissent être réticentes. C'est normal. Des gens qui sont venus semer la mort depuis 20 ans, qui nous ont causé autant de morts, des viols, tout ce que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, qui ont créé des milices, que ces gens-là qui étaient hier des pyromanes devenir des pompiers aujourd'hui, voilà, ça crée des petits remous, mais je dis encore que vous pointez un doigt accusateur aux kabylistes. Ils ont traité le chef de l'État de dictateur lors de leur marche qui n'a pas été réprimée. Oh mon Dieu! Quand je vois ces gens qui ont tué, je vois la famille de Rossi Mukendi, Kapangala, tous ces gens qui sont morts tout simplement parce qu'ils sont allés revendiquer. Nous-mêmes, ce que nous avons subi avec les gaz lacrymogènes, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui découvrent les vertus de la démocratie. Et je ne veux pas leur donner cette chance-là de parler d'eux. Mais je pense quand même qu'ils ont raté une grande occasion de se taire. Dans d'autres pays, vous savez, c'est des gens qui devraient même rester pendant 20 ans sans faire la politique. Dans d'autres pays, je vais terminer par là. Dans d'autres pays, avec ce qu'ils ont causé, ce que nous sommes en train de voir dans le Congo hold-up, c'est que nous avons demandé qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation. Ça sera la question chute. Voilà. Les minutes imparties à cette émission sont presque épuisées. Voilà, l'actualité, c'est aussi la libération irrégulière. On a libéré irrégulièrement Willy Bakonga. Vous pensez qu'il va retourner encore en prison selon la décision du ministre de la Justice? En quelque sorte, cette affaire, en peu de mots, vous inspire quoi? Cette affaire m'inspire quand même un certain désordre au niveau de l'appareil judiciaire. Et quand il y a des ordres, c'est le ministre qui doit en répondre. Moi, je ne parlerai pas des autres, mais j'estime que bon, il y a à boire et à manger. Nous avons vu dans les réseaux sociaux beaucoup de choses à venir. Alors, comme je n'ai pas la maîtrise, et que je vois tout simplement qu'il y a une cacophonie, quelqu'un qui a été libéré, le lendemain on dit qu'il n'aurait pas dû être libéré. Après, nous voyons des documents dans les réseaux sociaux qui montrent qu'il a un nom, son nom est repris dans la liste des gens qui devaient être libérés. C'est une grosse cacophonie. J'espère qu'au bout de tout cela, nous allons voir clair, nous saurons déterminer les responsabilités. Mais c'est quand même dommage pour notre justice. Voilà, Hold Up Congo, l'affaire continue à susciter des interrogations. Vous, ça vous inspire également quoi? N'est-ce pas là un coup contre les kabylistes? C'est un coup contre ceux qui ont pris ce pays pour leurs champs, pour leurs boutiques. Ceux qui ont privatisé ce pays. Et d'ailleurs, je demande au peuple congolais de s'approprier ce dossier pour qu'on demain, qu'on comprenne comment des gens, une seule famille, a pu prendre en otage tout un peuple et contrôler tous les secteurs de la vie nationale avec ce que nous... Madame, ce que nous voyons dans ce dossier-là est d'une gravité extrême. Je n'ose même pas croire que c'est vrai. Mais si cela est vrai, que tout ce que nous avons vu, que d'ailleurs nous avons dénoncé à l'époque, rappelez-vous quand on parlait de contrat chinois, nous vous avons dit que c'était l'escroquerie du siècle. Nous vous avons dit que beaucoup de dossiers qui ont été signés par l'ancien régime, c'était tout simplement mais c'est une politique de prédation aujourd'hui qui est révélée au grand jour, à la lumière d'un système mafieux. Mais j'espère que ce que les autres viennent dénoncer, les étrangers, c'est dommage que ça vienne des étrangers. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser des questions sur les motivations. Mais si vous qui êtes sur place, vous ne faites rien, les autres viendront le faire à votre place. Mais rassurez-vous, il faut que cela débouche à quelque chose de sérieux. Si c'est avéré qu'il y ait eu tous ces détournements, nous connaissons ces gens, ils sont encore là, la plupart, même les Chinois, les Indiens, tous ceux qui sont cités sont là. J'espère que dans 6 mois, cette histoire ne va pas passer comme si de rien n'était. Voilà. Que le Congo puisse récupérer ce qu'il a perdu. Ces gens ont des biens, on le sait, ont des concessions. S'il s'avère qu'il faut aller récupérer des concessions que ces gens ont achetées, qu'on puisse récupérer pour le bien du peuple congolais. Nous sommes à la chute de l'émission Les Rendez-vous de ce soir. Honorable Clément Kankou, un message particulier. Le message particulier, c'est un message de paix, un message d'unité. On ne le dira jamais assez. Unis
nous serons toujours forts. Voilà. Et depuis 60 ans, le peuple congolais attend que ses conditions de vie puissent changer et on ne peut que le faire ensemble. Construisons ce nouveau Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros. Merci énormément à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi avec intérêt et beaucoup d'attention les rendez-vous de ce soir. Ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 12h30. Merci et bonsoir à tous et chacun.